Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Madame, Monsieur, hier, peu avant minuit, le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, annonçait que le Cameroun venait de passer à 223 cas positifs avec 107 cas actifs. Chose qui, pour le ministre de la Santé publique, l'amène à dire que l'heure est grave. Pour cela, le docteur Manaouda Malachi recommande aux Camerounais le port systématique du masque, surtout lorsqu'ils doivent prendre les transports en commun ou se rendre dans les marchés. Sans parler de confinement, le ministre de la Santé appelle les Camerounais à rester à la maison autant que faire se peut. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée une fois de plus par Cédric Noufélé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, c'est le fait du jour. Covid-19 au Cameroun, Madame, Monsieur, la sonnette d'alarme. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec le docteur Ebele Salomon. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Vous êtes enseignant, ingénieur en chimie, c'est bien cela? C'est bien cela. Donc vous allez nous expliquer un certain nombre de choses pour combattre cette pandémie, surtout dans les espaces qui sont appelés à recevoir beaucoup de monde. Voilà, tout à l'heure, vous allez nous dire comment ça marche tout ça. En face de vous, Paul Eyoum. Bonsoir, Paul. Bonsoir à Serge Alain, bonsoir au million de Camerounais qui nous regardent et bonsoir particulier au personnel médical qui est en train de lutter contre le coronavirus. Bonsoir particulier au personnel médical. Dites-nous en quelque chose davantage du personnel médical. Oui, parce que vous savez, actuellement, les médecins au Cameroun sont en train de risquer leur vie pour nous. Parce que vous avez vu en Occident, il y a des médecins qui sont décédés, qui ont été contaminés parce qu'ils s'occupaient de malades de coronavirus. C'est pourquoi j'adresse un bonsoir très singulier à tout ce personnel médical. Je leur souhaite tous mes encouragements dans cette épreuve. Et nous savons qu'il manque beaucoup de matériel médical. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Donc, c'est une dure épreuve pour nous et encore plus pour eux, parce que c'est eux qui sont faux et au moulin. Voilà un personnel médical qui est déjà calé de l'autre côté, M. Séverin Tchouban et Raphaël Dipanda. C'est le docteur Jean-Marie Tuété. Bonsoir, docteur. Bienvenue une fois de plus sur le plateau Equinox Soir. Vous intervenez comme ça en direct du New Jersey. Nous sommes bien au pays de l'oncle Sam. Bonsoir, docteur. Plaisir d'être là si notre modeste on peut éclairer l'antenne. Voilà, docteur, vous avez suivi avec nous. Paul Eyoum a fait il vous a adressé un salut particulier, j'y arrive, au personnel médical. Vous êtes au contact des malades. Oui, merci. Malheureusement, comme vous l'avez dit, je suis aux soins intensifs avec spécialité comme soins critiques et pneumologie. Malheureusement, nous sommes au front. C'est à nous que ces malades sont destinés quand ils arrivent malheureusement à l'hôpital. Et on a besoin de toutes ces prières-là et on a besoin de tous ces soutiens en ce moment critique pour tout le monde. Voilà. Docteur, je vais revenir à vous, docteur Ebele. Il y a un certain... Je vais lire cette... je crois la 4e mesure... Non. La 7e. Les 13 mesures du Premier ministre. Je vous en prie. Un système de régulation des flux des consommateurs sera instauré dans les marchés et les centres commerciaux. On a vu l'action menée par le maire du 2e arrondissement de Douala, Madame Denise Fampou, qui a décidé de la fermeture du marché central, en tout cas tous les marchés, je crois, de Douala 2e. Il y a Douala 5e qui va emboîter le pas demain, voilà. Et vous pensez, on ne comprend toujours pas comment on peut arriver à désinfecter tout un marché. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la chasse aux cafards, aux rats. Est-ce qu'on fait véritablement la chasse au virus? En réalité, vous pouvez le faire? Non.
En réalité, qu'est-ce qui se passe concrètement? Lorsqu'il faut désinfecter un marché, dans le principe, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un ensemble de produits, ce sont en l'occurrence des produits chimiques. Oui. Ce sont des produits chimiques qu'on va pouvoir répandre à une certaine surface. Mais nous, ce n'est pas en réalité ce dont il s'agit précisément lorsqu'on veut parler des UV. Tout à l'heure, mon copanoliste a dit quelque chose de fondamental concernant le médecin. Il a dit « Félicitations à vous, vous faites un travail extraordinaire ». Ça veut dire également quelque chose. Ce sont des gens qui très souvent sont dans une salle dans laquelle ont vécu des gens, des malades, et il y a ce qu'on appelle des germes d'hôpitaux. Les germes d'hôpitaux. Ce sont des germes d'hôpitaux. Donc vous dites qu'il faut commencer par désinfecter les hôpitaux. Il faut commencer par désinfecter les hôpitaux parce que malheureusement, ce personnel qui s'y trouve se trouve parfois être confronté à, par exemple, les portes, les fenêtres, ainsi de suite, la salle et même de l'air. Mais ils mettent les gants. Ces derniers temps, on les voit avec des gants. Ils mettent des gants. Des caches, des masques et tout ça. Absolument. Mais tout ça n'est pas suffisant? Non, pas forcément. Parce qu'il est possible, il est tout à fait possible que, prenons une salle comme celle dans laquelle nous sommes, il y a des tapis au sol, ainsi de suite. On a beau mettre les gants, si je tousse, ainsi de suite. Si jamais le taux d'humidité est relativement assez élevé, il est possible que, à certains endroits, si l'humidité est élevée, que le virus puisse vivre pendant 6 jours. Même si, a priori, l'OMS dit que le virus a tendance à vivre autour de 2-3 jours, mais de façon exceptionnelle, lorsqu'il y a le taux d'humidité élevé, il peut vivre beaucoup plus longtemps. C'est par rapport à cela qu'on a vu les Chinois. Oui. On a vu les Chinois bombarder les bus. Ils bombardaient les bus avec des UV. Et c'est par rapport à cela que je suis là, parce qu'en réalité, nous avons nous aussi la possibilité de le faire au Cameroun. De bombarder les bus? De bombarder les bus, de bombarder les salles. Parce qu'au fond, on n'invente rien. Globalement, le médecin, sous réserve de son analyse tout à l'heure, normalement, lorsqu'on fait de la biologie et ainsi de suite, qu'on le veuille ou pas, très souvent dans des salles, il y a ce qu'on appelle des hôtes dans lesquelles se trouvent les lampes UV. En général, ce sont des lampes qui bombardent la salle et ensuite, on ne retrouve plus un seul microbe. C'est-à-dire que quoi? Globalement, vous avez de nombreuses personnes qui pensent qu'il est possible, du fait de l'absence du traitement des salles, après que quelqu'un qui a eu le choléra, quelqu'un qui a eu le coronavirus, quelqu'un qui a eu la tuberculose soit passé dans une salle, il est possible de recontaminer d'autres personnes. Il est question de désinfecter totalement la salle et pour qu'on puisse désinfecter la salle en profondeur dans ces relents les plus cachés, il vaut mieux utiliser une lumière qui va tuer a priori ces virus. Ce sont des lumières dites des lumières germicides. Ok. Bon, on va repartir. Comment vous êtes protégé de ce côté de New Jersey, docteur Tchoueti? Oui, il faut dire que je pense d'être dans un hôpital où le port des masques est obligatoire à tout le monde, à tout le personnel, à tous ceux qui entrent à l'hôpital. Donc, on a réduit l'accès. Les visites sont systématiquement refusées, sauf si vous venez dire un dernier au revoir à votre bien-aimé. Alors, je voudrais revenir sur un plan de prévention ici, pour dire la nature de ce virus est extrêmement dynamique. Ce qu'on dit aujourd'hui n'est pas vrai demain absolument. Donc ça change, on apprend de ce virus au fur et à mesure qu'on évolue. Si vous vous souvenez, il y a quelques jours, je disais, le port de masque en public, peut-être il fallait réserver ça seulement à ceux qui sont malades ou bien aux médecins traitants. Malheureusement, avec plus de recherche et plus d'évolution, plus de connaissances sur le virus, on se rend donc compte que parfois jusqu'à 25% de la population est infectée et n'est pas au courant. Il y a une étude ce matin à Excellent qui dit 50% de la population infectée était asymptomatique. Alors, au vu de tout cela, est-ce qu'il faut donc dire laissons les masques à seulement ceux qui sont malades ou bien à ceux qui sont dans le domaine de la santé comme nous? Alors, j'ai tendance ici à croire que si c'est possible que tout le monde porte les masques, il faut que tout le monde porte les masques. Il me semble que
l'exemple sud-coréen, l'exemple en Yougoslavie et même l'exemple à Hong Kong tente à nous faire croire, et ça c'est moi qui parle, à nous faire croire, malgré tout ce que l'Organisation mondiale de la santé dit, que le port des masques aide un tout petit peu. À cela, je voudrais dire, n'est-ce pas, qu'il serait très prétentieux pour moi de rester ici aux États-Unis et prétendre donner des informations ou bien dire aux gens ce qu'il faut faire au Cameroun. Je voudrais tout simplement signaler que les directives que l'Organisation mondiale donne, ou bien que ce que nous donnons, nous qui traitons les malades donnons, ce n'est que des directives qui sont globalement données, mais l'exécution est locale. Donc, chaque localité devait prendre ses réalités en compte quand on prend des décisions. Vous voyez, il y a en santé ce qu'on appelle en santé publique les health determinants, les déterminants de la santé, c'est-à-dire c'est les facteurs locaux qui permettent de mesurer la politique ou bien de dicter une politique sanitaire quelconque. Donc, ceci dit, moi, Camerounais, connaissant un peu les réalités de chez nous, je pense que la solution, à mon avis, viendrait de la possibilité du gouvernement de faire tester autant que faire se peut les individus. Okay. Que vous soyez symptomatique ou pas, qu'on teste autant que faire se peut. C'est ce que la Corée du Sud a fait, c'est ce qu'en Californie ils ont fait ici, et c'est en train de prouver être une meilleure méthode. Okay. Le virus, oui. Donc, voilà ce que je pense. Quoi. Et okay. Si malheureusement chez nous, le gouvernement n'a pas de moyens de donner ce test à tout le monde, ce qui va se comprendre, peut-être qu'on demanderait volontiers aux uns et aux autres du domaine privé de se joindre au gouvernement comme on fait partout ailleurs pour mettre les tests à la possibilité de la majorité. À mon avis, c'est l'une des moyens, des méthodes qu'il faudrait utiliser chez nous. Ok. Paul Youm, vous avez suivi les uns et les autres depuis le début de cette émission. Il y a surtout cet appel, cette recommandation du ministre de la Santé. Pour lui, tout le monde devrait porter le masque. C'est la thèse que défend également le docteur Tchété depuis les États-Unis. Depuis les premiers jours, le ministre de la Santé, le docteur Malaouda Malachi, appelle les Camerounais à plus de responsabilités et au confinement. En réalité, quand vous lisez le tweet d'hier nuit et celui de ce matin du ministre, vous comprenez clairement que le ministre est en train d'adopter la position des médecins. Oui. Le docteur Ngoula était ici la semaine passée, il a dit tous les médecins appelés au confinement. Seulement, le ministre n'a pas la qualité pour demander le confinement total. Voilà. Seul le président de la République peut le faire. Oui. Donc, le ministre de la Santé ne peut pas aller contre sa hiérarchie, ne peut pas dévancer sa hiérarchie. Donc, c'est un appel à l'aide. Il est en train de dire au président de la République, monsieur le président, j'ai besoin d'un confinement total. Mais ce n'est pas sur la place publique qu'il va venir le faire. Donc, tout ce qu'il peut dire, c'est rester chez vous. Quand vous lisez bien, il dit restez chez vous, sortez seulement si c'est indispensable. Cela veut dire que le ministre est en train de nous dire clairement que nous devons nous confiner. Maintenant, ce sera au président de la République de prendre la responsabilité en tant que responsable politique pour demander si c'est confinement. Là où il y a le problème, c'est que les Camerounais se posent des questions. Si on va au confinement, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez aujourd'hui le secteur brassicole, tout le secteur agroalimentaire. Oui. Si on vous dit, il y a une des mesures qui vous parle de la fermeture des bars après 18 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est bar, snack, boîte de nuit et consorts, tous les lieux de divertissement et restaurants, c'est fini. L'activité économique est en cessation pour l'instant. Vous continuez, vous partez dans le secteur hôtelier, même chose. Vous allez dans tous les secteurs, même le transport actuellement, tout est en baisse d'activité. Oui. Et il y a, je crois, 1 ou 2 jours après l'annonce des mesures par le Premier ministre, oui, j'avais écrit un article que j'avais mis sur la place publique pour interpeller les gens à faire attention aux conséquences économiques. Parce qu'il y a la guerre sanitaire, il y a la guerre économique. Oui. Parce qu'il faut qu'on prenne des mesures pour pouvoir tenir. Le JICAM, moi j'ai suivi le secrétaire général du JICAM, M. Baroquin, qui était sur une chaîne concurrente hier soir. J'ai lu les recommandations du JICAM. Il y a la BEAC, par exemple, la CEMAC, pour dire de manière générale, la CEMAC qui a pris des résolutions. Elle dit aux banques, on va vous donner plus de liquidité. Moi, j'ai posé la question, liquidité pour faire quoi? Aucun chef d'entreprise au monde ne peut aller prendre le crédit pour les besoins de fonctionnement. Parce que si vous avez une entreprise qui n'est pas en train de produire, vous n'allez pas aller vous endetter pour payer les salaires et les loyers, alors que l'entreprise n'est pas en train de produire. Là, il faut donc que l'État intervienne. Tous ces personnels qui seront en chômage technique, déjà au niveau des entreprises, ça se passe comment?
Maintenant, eux, au moins, vous pouvez avoir des gens, des grandes entreprises peuvent avoir des réserves. Mais vous savez qu'on a 80%, 90% des Camerounais qui sont dans le secteur informel. On les gère comment? Ce sont les multiples questions sur lesquelles on attend le gouvernement. Et moi, je crois, d'après la lecture que je fais, que le gouvernement n'a pas encore trouvé les pistes de solution. C'est pourquoi il hésite à appeler au confinement total. Parce que s'il avait trouvé les solutions, il aurait dit aux Camerounais, confinez-vous, voilà. On parle d'une enveloppe de 1 milliard, mais c'est jamais autour. Vous savez qu'un cas de coronavirus coûte par jour, un cas, 300 000 francs. Ouais, les Camerounais ont fait les calculs. Justement, c'est minimum 14 jours. Ça fait 4 200 000 par cas. Et le ministère de la Santé, la semaine passée, parlait d'une prévision de 3 800 cas autour du 20 avril. Parce qu'ils avaient dit un mois, c'était quelque chose. Donc, disons autour du 22-23 avril. Si maintenant, vous prenez ces 1 milliard, vous vous rendez compte que ces 1 milliard ne suffisent même pas pour ces 3 800 cas. Maintenant, la question est, on fait comment? L'État ne peut pas dépenser de l'argent sur certaines choses qu'on peut juger futiles, comme les fêtes de fin d'année. Et au moment où nous avons le plus besoin de la présence de l'État qui soit absent, donc nous invitons les pouvoirs publics à prendre davantage de responsabilités, à trouver les pistes de solutions et à répondre à tous ces problèmes. Vous avez le problème de l'électricité. En France, on a dit on ne paye plus l'électricité. Au Cameroun, les sociétés, elles sont privatisées. Ça veut dire que même si l'État veut dire on ne paye plus l'eau et l'électricité, elle doit aller discuter avec les propriétaires des entreprises. Et maintenant, vous savez, l'économie, c'est un monde d'intérêts. C'est comme la politique. Les autres sont les intérêts de l'État aussi. Donc, il y a tous ces problèmes-là que les Camerounais sont tous inquiets. Il faut que le gouvernement réponde à ces multiples questions. Voilà, nous prenons tout de suite la direction de l'Allemagne, la ville de Mannheim. Nous sommes à 80 km de Francfort, où nous attend le docteur Thiba Fabrice. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Serge Alain. Voilà, vous êtes virologue, c'est bien cela, hein? Bien sûr, c'est ça. Un ancien de l'université de Yaoundé 1. Tout à fait. Je suis passé par cette écurie-là avant de m'envoler pour l'Allemagne pour venir en ce lieu faire un PhD. Voilà, dites-moi, docteur Thiba, vous voulez intervenir sur la rapidité, la propagation de ce virus. Comment comprendre sa rapidité? Voilà, très bien. Je crois que mes prédécesseurs ont un peu parlé de cette rapidité et j'aimerais également vraiment souligner cela parce que si je prends le cas de l'Allemagne où je me trouve, il y a seulement 3 semaines, nous avons un peu moins de 1000 cas et ce matin, nous en comptons à peu près 76 500 cas dans un pays qui est super équipé, dans un pays où les citoyens sont très respectueux des réglementations, des instructions du gouvernement. Alors, donc, moi j'ai constaté, ne serait-ce qu'à travers les réseaux sociaux et même en causant avec des gens qui sont au Cameroun, que chez nous, on n'a pas encore atteint ce niveau de bonne attitude qui, n'est-ce pas, contribuerait à freiner la propagation du virus. On sait que ce virus se propage essentiellement par le contact d'homme à homme et donc il faut quand même quelque part que nos populations soient vraiment éduquées à comprendre clairement et profondément qu'il faut que les salutations serrées, la main cessent. Il faut que, n'est-ce pas, un certain nombre de mesures soient prises et soient respectées parce que si on ne les respecte pas, alors on va observer ce qu'on a vu aux États-Unis ou bien ce qu'on est en train de voir en Angleterre. Parce qu'il y a seulement 2 semaines, l'Angleterre se frottait encore les mains et se sentait privilégiée parce que, voilà, monsieur le Premier ministre avait dit que, voilà, il y aura une immunisation, n'est-ce pas, globale de sa population parce que les gens seront infectés et ainsi vont développer rapidement, n'est-ce pas, une défense immunitaire et le virus va partir. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous constatons que l'Angleterre est maintenant sérieusement touchée. Les États-Unis ont déjà traversé le cap et sont supérieurs à la Chine. Nous devons tirer des leçons, nous devons comprendre que ce virus se propage très vite et ce n'est pas parce que aujourd'hui on compte à peu près officiellement 233 cas au Cameroun. J'ai regardé les statistiques tout à l'heure et je crois que le ministre de la Santé a également publié cela, il a fait 2 études là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on parle de 233 cas identifiés qu'on est exactement à ce nombre-là. Le virus est bel et bien dans notre population et il est en train de se propager. Donc, les gens doivent savoir que ce virus a une très grande capacité de se propager, mais il ne se propage pas de lui-même. C'est nous, avec nos attitudes, qui permettons au virus de passer d'un homme X à un homme Y.
Docteur Tiba, vous comprenez donc cette décision du ministre de la Santé qui demande aux Camerounais de porter des masques et de rester à la maison, un peu comme ce qui est à la mode chez vous. Voilà, tout à fait. Je comprends la décision, sauf que, comme Dr Aimile a dit depuis les États-Unis tout à l'heure, nous devons contextualiser nos décisions. Je salue la décision du ministre de la Santé, c'est une très bonne décision. Maintenant, nous devons tenir compte du fait que le pouvoir d'achat du Camerounais est très bas. Nous devons tenir compte de cela parce qu'en Allemagne où je me trouve, à un moment donné, on ne trouvait pas de masque. Et même maintenant, le masque se font rare. Et quand vous en trouvez un, il coûte excessivement cher. Ce qui veut dire que la pauvre femme qui vend en bordure de route, le pauvre mototaximène, il ne sera pas capable de se doter d'un masque par jour. Parce que normalement, on dit la durée de vie d'un masque, c'est entre 3 heures à 4 heures, c'est bon, on doit le changer. Donc ça fait combien de masques en 24 heures, quand vous faites les calculs? Mais voilà, un Camerounais doit mettre combien de masques? 3, 4. À peu près 6 masques. 6 masques. Multiplié par 500, voilà. Ça fait 3000. Et ça, 3000, c'est exactement... Pour les masques seulement. Oui, je vous en prie. Je dis 3000 pour les masques seulement, par jour. Exactement. Allez donc voir le pouvoir d'achat de nos populations. Donc je pense qu'il faut nécessairement, et je suis certain que le gouvernement est en train de réfléchir là-dessus, qu'il faut des mesures qui accompagnent cela. Il y a dans plusieurs pays, on a bien vu comment le gouvernement a mis la main à la pâte. On n'a pas seulement pris les décisions, mais on est venu avec des moyens d'accompagnement pour offrir des masques, ou alors pour mettre des masques à des prix vraiment très très bas, par exemple à 50 francs ou à 100 francs, pour permettre, n'est-ce pas, que même celui qui est démuni, n'est-ce pas, puisse, n'est-ce pas, se procurer un masque pour se protéger. Voilà. Dites-moi, docteur Ebele, en dehors de bombarder des salles, c'est-à-dire tout doit commencer par dans les hôpitaux, vous avez dit. Absolument. Tout commence par là. Mais j'ai parlé aussi de ces espaces et les marchés. Alors, je voudrais vous expliquer quelque chose. Oui. Par rapport à l'intervention des médecins. La dernière, là? La dernière intervention. Oui, docteur Tiba. Oui. Il a depuis dit, l'Allemagne. Les deux ont dit quelque chose de fondamental. Ils ont dit, il faut contextualiser. Voilà. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il va falloir que, globalement, l'Afrique apporte une solution. Tous semblent poser un problème économique fondamental. C'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment les moyens pour faire comme les autres. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire que il sera très difficile que du jour au lendemain, nous puissions, autant la France a eu des difficultés pour avoir des masques, autant ils ont des difficultés pour avoir des tests, autant nous aussi nous les aurons. Et derrière, le problème va se poser avec beaucoup plus d'acuité parce que nous n'avons pas les mêmes moyens. La vérité, la voici. C'est dans ce sens qu'il faut probablement contextualiser. Ce qu'on semble tous souvent oublier, c'est quoi? C'est que l'espérance, la moyenne d'âge en Afrique, c'est 18 ans. L'espérance, c'est 18 ans à peu près, et ça va plus loin. L'espérance de vie tourne autour de 58 ans, ainsi de suite. Cela veut dire que, attention, il ne s'agit pas, voilà, il ne s'agit pas, par rapport à la lutte contre le coronavirus, d'empêcher la propagation du virus. On ne peut pas. D'ailleurs, même la France n'y arrive pas. Il s'agit d'empêcher la vitesse de propagation. Oui. C'est fondamental, ça. Freiner un peu. Freiner. Oui. Pourquoi? Pour qu'il y ait adéquation entre ce que font les médecins, entre le personnel médical, les capacités sanitaires et la propagation du virus. C'est ça le débat. C'est l'une des raisons pour laquelle je suis venu ici pour justement intervenir et dire ce personnel-là, en priorité, devrait être protégé. Déjà, le personnel de santé doit être protégé. Déjà, ils sont si peu nombreux qu'il vaut mieux pas qu'ils se mettent à en manquer parce que tout simplement, la vitesse de propagation est trop élevée. Cela veut dire qu'on sait qu'on ne peut pas l'arrêter d'emblée du jour au lendemain, que les moyens économiques ne nous le permettent pas, mais par rapport à cela, il faut déjà les protéger. C'est par rapport à cela que je dis que j'apporte plus ou moins une solution qui a été faite ailleurs, je n'invente rien. Elle a été faite par les Chinois, ainsi de suite. Ils ont désinfecté les hôpitaux, c'est-à-dire que quand un malade est passé par là, on désinfecte de façon que tout le personnel médical, du jour au lendemain, ne soit pas le premier affecté.
comme il a si bien dit, il faut leur dire merci. Et leur dire merci veut dire, d'une certaine façon, faire des choses pour eux en priorité. Et je dis bien, je répète, je voudrais bien l'insister, dans aucun pays au monde, tous les dirigeants sont bien conscients qu'ils ne pourront pas arrêter la propagation d'un virus quand il s'y est mis. Un exemple simple, hein? Oui. Vous voyez le taro au Cameroun, il a disparu du jour au lendemain, après il est revenu. C'était un virus. Vous voyez par exemple à l'heure actuelle, qu'est-ce qui a disparu? Le taro, à un moment donné, il avait disparu, après il est revenu. Oui. Même au niveau des plantes, habituellement, quand c'est des plantes, on les brûle entièrement. On ne peut pas brûler tous les hommes. Oui. Donc on ne peut pas arrêter souvent la propagation d'un virus. On peut arrêter la vitesse de propagation. Oh. Et si on arrête, et chez nous, il est impératif d'arrêter la vitesse de propagation parce que nous n'avons pas les structures requises. Un exemple simple, je crois qu'on a très peu de lits pour la respiration, ainsi de suite. Oui, on n'en a pas assez. Oui. Le chiffre, je préfère ne pas m'aventurer sur l'élément que je n'ai pas de façon claire, mais je dis bien qu'on en a très peu, c'est une évidence. Oui. Ça veut dire qu'il va falloir se débrouiller pour que nous puissions, dans la mesure du possible, faire en sorte que la propagation soit la plus lente possible, en adéquation avec nos moyens. Et pour empêcher cette adéquation, effectivement, il a raison, le docteur, en disant il faut rapidement trouver ne serait-ce que les moyens pour tester tout le monde et ensuite dire à ceux qui sont malades, restez chez vous, puisqu'on ne peut pas entraîner un confinement total. Mon copanéliste l'a si bien dit en décriant à peu près le niveau de vie que nous avons pour la plupart. Ok, nous prenons tout de suite la direction de Édimbourg. Nous sommes là à Dallas, aux États-Unis d'Amérique, où nous attend le docteur Ayemele Alain Rodrigue. Bonsoir, docteur. Ayimele Alain Guillaume, bonsoir. Ayimele, voilà, j'y arrive. Bonsoir, docteur. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir sur ce plateau. Voilà, je sais que c'est l'après-midi à Dallas, à Édimbourg, c'est bien cela? Yeah. Voilà. Il est environ 13h28. Voilà, nous avons 19h28, on va le dire comme ça. Ici à Douala Bonacomo, centre de production Equinox Télévision. Docteur Ayimele, dites-moi, on parle justement des risques liés à votre profession, surtout par rapport à cette pandémie. Il y a beaucoup de risques. On dénombre, il y a beaucoup de morts en France déjà, s'agissant du personnel de santé. Yeah. Bon, effectivement, même ici, il y a eu des cas de mort, même de jeunes de moins de 40 ans, qui, par hasard, étaient des providers, comme on dit en anglais, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des malades. Je n'ai pas souvent l'habitude de suivre l'émission, pas parce que je n'aime pas l'émission, parce que mes heures ne coïncident pas, je travaille beaucoup, et je ne sais pas ce que vous avez discuté auparavant. Avant d'arriver au risque, je pense que c'est important pour les Camerounais, pour les Africains ou l'auditoire en général, de comprendre un peu de quoi il s'agit. Parce que je pratique la médecine depuis 1998 et avec mes expériences, je me suis rendu compte que quand le patient comprend bien ce qu'il a en face, ça l'aide aussi à affronter de façon assidue l'ennemi. Donc, ici, nous avons affaire à une maladie qui n'est pas très connue en Afrique, mais en Occident, oui, parce que chaque année, nous avons des épidémies de grippe. Chaque année, c'est-à-dire pendant l'hiver, il y a toujours une épidémie de grippe. En fait, ici, nous avons l'habitude de nous vacciner. Généralement, à partir d'octobre, tout le monde doit se vacciner pour prévenir la grippe. En Afrique, ça n'existe pas. Bon. Donc, je vais commencer par expliquer un peu d'abord qu'est-ce qu'on a en face. Nous avons en face quelque chose qui s'appelle virus. Parce que la maman du village, je vais aller terre à terre pour permettre à nos mères, à nos familles, c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas notre niveau d'éducation, de comprendre. Et cela va enfin, on va à la suite de ça, passer aux mesures qu'on doit conseiller en Afrique. Parce que je me rends compte que le contexte africain est complètement différent du contexte européen ou américain ou chinois. Et ça, c'est très important. Donc, je vais rapidement définir le virus.
quand on parle de micro-organismes, il y a plusieurs genres de micro-organismes. Les plus fréquents sont les bactéries et les virus. Donc, les virus sont micro-organismes, mais ils ne sont pas vivants comme les bactéries. C'est-à-dire, il s'agit d'un être qui n'est pas vivant, mais qui a un matériel nucléique protégé juste par une membrane protéique, pas des protéines. Alors, pour le virus, c'est-à-dire pour pouvoir mener son action, comme on dit, c'est-à-dire c'est pour pouvoir vivre, se multiplier et causer toutes ces maladies, il faudrait que ce virus pénètre tout d'abord dans une cellule vivante, comme les cellules humaines, comme les cellules animales ou bien comme des bactéries. Donc, la première différence ici, c'est que les virus sont très petits, donc généralement on ne réussit pas à les voir au microscope normal, il faut peut-être la microscopie électronique pour les voir. Mais ce qui est important, c'est de dire que le génome du virus est souvent de très petite taille. Une particularité de ce virus-ci par rapport aux autres est que son génome est déjà un peu plus large que celui des autres. Bon, parce que là, on est en train de... il faudrait qu'on comprenne pourquoi il y a certaines différences entre le virus que nous avons entre nous maintenant et ceux qui sont venus auparavant. Donc ça, c'est un. De deux, le virus, pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de la cellule, doit utiliser deux récepteurs. You know? Généralement, la majeure part des virus n'utilisent qu'un seul récepteur. Et quand un virus utilise un récepteur, vous comprenez que c'est facile de faire une recherche de médicaments ou bien d'antidotes ou bien de vaccins qui pourraient contrôler ce virus. Mais par contre, celui que nous avons en main maintenant, c'est-à-dire le COVID-19, peut utiliser de 3 à 4 récepteurs différents. C'est ça qui rend encore la chose plus compliquée. Oui. Ensuite, une fois que le virus est entré dans la cellule, il s'insère dans le génome de la cellule qui l'a infecté. Il utilise la machine dont la cellule possède pour vivre, pour se multiplier. Et si quelqu'un vient chez vous, il vous envahit, il vous prend tout ce que vous avez, vous n'avez qu'une seule chose qui vous reste, c'est-à-dire de mourir. Donc, à la fin, la cellule va mourir. Et quand elle meurt, tous les virus qui se sont multipliés à l'intérieur de la cellule se libèrent. Et c'est comme ça qu'on a la quantité de cellules qui augmente dans l'organisme. Donc, c'est ce qu'on appelle viral load. OK? Ouais. Et ça, c'est très important parce qu'il y a une corrélation directe entre le viral load, c'est-à-dire la quantité de virus que vous avez dans votre corps et la gravité de la maladie. OK? Oui. Donc, ça, c'est un peu les trucs préliminaires que je voudrais que les gens comprennent. Donc, maintenant, on connaît... ça, c'est un virus qui est en voie de... On est encore en train d'étudier. Bon, les gens font des recherches un peu partout. Moi, je suis passionné des recherches, donc je passe mon temps à lire ce que les gens publient. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore déterminé tous les moyens de transmission du virus. Parce qu'on a des surprises. Il y a des gens qui ont dit que moi, je n'ai jamais été avec quelqu'un, mais qui ont quand même le virus. Donc, ça amène les gens à continuer, c'est-à-dire à ne pas baisser les bras, à continuer à chercher de comprendre comment, en plus des moyens qu'on connaît déjà, c'est-à-dire le contact, la présence à côté de ceux qui sont malades, les droplets, comme on a dit, c'est-à-dire les gouttelettes qui vont de la bouche de quelqu'un ou bien quand quelqu'un éternue, ça se propage d'une personne à l'autre. Donc, les chercheurs continuent à chercher pour comprendre exactement ce qui se passe. Et aux dernières nouvelles, il paraît que le virus est à mesure de survivre dans l'air libre de 2 à 3 heures. Ça, c'est important. Et c'est encore plus important pour l'Afrique et on en parlera après. OK. Voilà. Bon, à ce point-ci, pardon, est-ce que vous pouvez me rappeler votre première question? Non, on demandait justement comment vous faites, vous avez tenu à parler des risques du personnel de santé face à cette pandémie. Il y a un certain nombre de risques parce que vous êtes au contact des patients. OK.
En ce qui concerne le corps médical, pour ceux qui ont fait des études en médecine, généralement on nous enseigne que pour établir un rapport avec un malade, il faut que le malade soit convenable, qu'il se sente convenable auprès de vous. Bon, pour que quelqu'un se sente convenable auprès de vous, il y a des choses minimales qu'on doit faire. C'est-à-dire, quand vous entrez dans la salle où le malade est assis, vous serrez la main du malade. Vous vous asseyez à côté du malade. Ça peut être à côté de lui, à gauche ou à droite, ou devant, directement devant le malade. Donc, vous comprenez que, bon, on est en train de parler d'une maladie qui a commencé à faire la une depuis peut-être novembre-décembre. Mais personne n'avait jamais imaginé qu'on serait arrivé à ce niveau-ci. Donc bon, les gens comme nous, on a continué à s'asseoir et être professionnels et s'assurer que les malades reçoivent ce dont ils ont droit, quoi. Ce qu'il est de droit, quoi. Bon, donc vous comprenez que bon, si il y avait déjà des gens porteurs ou des gens infectés, cela nous fait conclure que la majeure part de nous ont été exposés au virus sans le vouloir, ou sont exposés. D'autant plus que jusqu'à présent, on dit que beaucoup de gens sont porteurs, mais n'expriment pas la maladie. You know? Surtout parce que, apparemment, si le système immunitaire est efficace, le malade peut facilement prendre le dessus du virus. OK? Et c'est encore pourquoi les jeunes, c'est-à-dire, s'en sortent mieux que ceux qui sont un peu âgés, parce que plus on avance avec l'âge, plus nos organes en général perdent un peu de leur vitesse, en l'occurrence le système immunitaire, cardiovasculaire, respiratoire, système nerveux central, etc. Okay. Donc, en ce qui concerne moi, mon domaine de l'anesthésiste, il y a d'abord le fait que quand je prépare un malade pour l'amener en salle opératoire, je parle avec le malade. Bon, il s'agit des gens qui sont dans des situations très critiques parce que subir une opération, ce n'est jamais facile, ni pour le malade, ni pour la famille. Donc, non seulement je dois parler de façon, c'est-à-dire rapprocher avec le malade tout d'abord, mais je dois aussi expliquer à la famille ce qui se passe et ce que je vais faire. Donc, vous comprenez que s'il y a 20 personnes qui ont accompagné le malade, ils seront tous autour de moi. Donc, du coup, je suis exposé à 20 et plus mon malade, 21 personnes. Et puis, si je vois 15 malades dans la journée ou 20 malades, ça veut dire multiplier ça, vous voyez un peu le risque que je porte. Ok. Merci. Donc, c'est pour ça. Et c'est ça pour tous les gens qui travaillent dans le domaine. Parce que, quand on est gravement malade, généralement, on va à l'hôpital avec sa famille. Et on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui vient d'où. Nous, on n'a pas le temps de demander aux gens d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait. Bon, on est malade, oui, mais pas à la famille. Ok. Voilà. Paul Eyoum, vous venez de suivre ce témoignage du docteur Ayimele Alain depuis Édimbourg à Dallas. Le métier vous oblige, vous impose, vous exige même d'être aux côtés du patient. Oui. Que la maladie soit contagieuse ou pas. Justement, parce qu'ils ont prêté le serment d'Hippocrate. Oui. Donc, les médecins, c'est pourquoi vous avez vu d'entrée de jeu les gens à qui j'ai adressé tous mes encouragements sur le personnel médical. Oui. Parce qu'ils risquent leur vie plus que nous, plus que les malades, parce qu'eux, ils sont en contact permanent avec ces malades. Aujourd'hui, on parlait des cas de confinement. Le ministre de la Santé, je crois, il y a 2 jours, 3 jours, où ils ont dit on va peut-être aller dans les zones comme Yassa, c'est-à-dire là où il y a les logements sociaux, pour confiner les gens là-bas. Parce que... Et vous êtes au courant, on a commencé au Lembé. Bon, à l'instant, il y a des plaintes déjà. Non, à l'instant où j'entrais ici, je le connais, je n'avais pas cette information qu'on a commencé. Je sais juste, il avait dit à partir de mercredi. Donc moi, j'ai une habitude, tant que je n'ai pas eu confirmation de l'information, je ne l'avance pas. Mais le ministre avait dit à partir de mercredi, donc c'est bien qu'ils aient déjà commencé. Ce que je voulais donc dire, c'est quoi? C'est que le 5, dès qu'on a constaté le premier cas, moi j'ai reçu un message d'un frère Thomas Epagna qui est en Italie, qui a envoyé un message qui nous disait faites attention. Nous en Italie, ça a commencé comme des jeux. Un matin, on a vu des cadavres, des morts, des morts et des morts. C'est là où nous avons compris la réalité du virus. Dès le premier jour, dès le 5 mars, qu'il y a eu le premier cas,
l'État devait immédiatement confiner. Vous avez vu que même ceux qui sont arrivés, quand je dis confinés, ce n'est pas les cas qui ont été, c'était 2 cas, le 5 mars, c'était 2 cas. Donc ces 2 cas, on devait immédiatement les confiner, les isoler, fermer les frontières, dire on n'entre plus. Pourquoi? Parce que nous savons que nous n'avons pas les mêmes moyens que les autres. Parce que quand vous confinez des malades, que vous ayez des tests ou pas, en 14 jours, vous saurez s'ils sont malades ou pas. Au bout de 14 jours. Paul Ayoum, il y a surtout cette histoire du vol du 17 mars. Le ministre Manaouda, il continue à demander à ces passagers-là de venir. Mais personne ne vient. Je crois qu'à un moment, il faut que notre État soit ferme. Parce que ferme. L'État doit être ferme. Comment? Je vais l'expliquer. On ne peut pas être ferme sur certains sujets par là. Moi, j'appelle le gouvernement à publier la liste de tous ces passagers qui ont été mis en confinement et qui se sont échappés. 2, dès qu'on les retrouve, qu'on aille les mettre en confinement. 3, on va faire les tests. Ceux qui sont négatifs, ceux qui sont positifs, ceux qui sont négatifs, ils pourront s'en aller. Ceux qui sont positifs, ils vont rester en confinement. Et la chose à faire par la suite, c'est tous les traduire au tribunal. Pourquoi? Parce qu'il y a l'article 260 du Code pénal qui stipule clairement que tout comportement qui pourrait favoriser une maladie contagieuse, c'est entre 3 mois et 3 ans de prison. Les gens ne peuvent pas savoir qu'ils sont arrivés dans un pays parce que je vous garantis une chose, Serge Alain, si ces gens étaient en Europe, ils ne seraient pas sortis de ces hôtels. Ça, soyez-en sûrs. Mais comme c'est le Cameroun, le pays où chacun fait comme il veut, et les gens croient qu'ils peuvent arriver, faire comme ils veulent, le gouvernement donne une instruction que vous allez en confinement, les gens sortent des hôtels. Peut-être le gouvernement a péché parce que la police n'a pas bien fait son travail dans certains endroits, parce que ce n'est pas partout. Oui. Mais ceux qui sont partis, s'ils veulent être traqués, que le gouvernement les traque comme des fugitifs, parce qu'actuellement, ils sont un danger pour toute la société. Nous ne savons pas avec qui ils sont en contact. Il y a le cas de Madame Yogo, qui est le cas le plus scandaleux de tous ces cas. Parce que là, il y a un trafic d'influence, ce mari qui est commissaire qui est arrivé. 2, il y a eu un abus d'autorité. Et 3, il y a le déni. Parce que quand on a demandé à la dame, avez-vous voyagé? Elle a dit non. Donc, on retrouve tous ces passagers du 17, on les confine d'abord. 2, on demande, vous étiez en contact avec qui? Là, maintenant, on essaie de faire les tests avec tous ceux qui étaient en contact. Parce que si on avait pris toutes ces mesures dès le départ, nous n'en serions pas. Aujourd'hui, comme nous avons l'habitude au Cameroun de ne jamais prévenir, de gérer plutôt les conséquences car elles sont déjà là. Donc aujourd'hui, que le gouvernement prenne, c'est-à-dire que le ministre arrête de les cajoler, je ne sais pas pourquoi il va les cajoler, que le gouvernement prenne sur lui de publier la liste. Ça veut dire quoi? En Consamba, vous avez suivi l'information en Consamba d'un monsieur qui sortait l'Europe, heureusement testé négatif. C'est vrai, ça pose un problème parce que je vois mon compagnon, il secoue la tête. Il y a un problème. Il y a le secret médical. Ça, c'est vrai qu'il y a un problème. Mais vous savez, quand nous sommes dans une situation de crise, et la liste publiée ne veut pas dire qu'ils sont malades. Il faut faire attention. Et il y a de la stigmatisation des malades. Ça, il faut la sensibilisation. Et je crois que le gouvernement, là où il échoue le plus, c'est dans la communication. Parce que la semaine passée, il y a eu une conférence. Non, mais il y a un point de presse justement, tous les soirs. Non, il y a un point, je ne refuse pas qu'il y ait un point de presse tous les soirs. On est écarté. Le point, c'est que les audimat changent. Les téléspectateurs qui ne sont pas forcément sur la chaîne nationale. Hein. Non, on ne va pas. Non, c'est pas un débat. Non, c'est pas un débat. Je n'entre pas sur le taux de d'image. Je suis en train de dire quoi? C'est pour dire que quand vous avez une situation de crise, vous appelez tout le monde. Vous ne choisissez pas. Vous appelez tout le monde pour que l'information soit une. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est les fake news. Chacun reste chez lui. Comme il y a un cas Bonateki qui n'est pas avéré. Hier, nous avons suffi que ce n'était pas encore confirmé que la dame est morte de corona, mais parce que le gouvernement n'a pas une politique de communication centralisée. Et vous n'avez pas regardé les images, l'enterrement? Non, j'ai regardé les images. Vous savez, ce n'est pas parce que je vois les gens bleus que je conclue immédiatement que c'est le corona. Pour la simple raison que les instructions sont données. Tous les cas suspectés de mort de corona, on les enterre immédiatement. Que le test soit positif ou en attendant les résultats, qu'on les enterre. C'est pour limiter les risques. Et là, j'apprécie ces mesures du gouvernement et je félicite le ministre de la Santé dans ce sens. Mais je dis les passagers du 17 mars, ceux-là, qu'on les retrouve tous, qu'on aille les confiner, sincèrement. Ok, New Jersey, il nous attend le docteur Jean-Marie Tuenté. Vous êtes pour les tests à grande échelle, les tests et aussi le port du masque. Est-ce que cela va suffire dans notre contexte, docteur Tuenté? Comme je disais tantôt, cette maladie est essentiellement dynamique, on en apprend tous les jours. Alors, je voudrais revenir un peu sur ce qu'a dit le médecin à Dallas.
Oui, quand le docteur Ayimele. Oui, docteur Ayimele. Le risque est extrêmement grand. Si je pouvais permettre une minute, je vous dirais, par exemple, ce soir, dans mon unité, on aura 19 malades, 19 lits occupés par 16 malades de coronavirus. Donc, 13 sont sous respiration artificielle. Ça, c'est le dernier chiffre tout à l'heure. Bon. Ça veut dire que le risque est très grand pour le personnel de santé ici, et ça sera le même cas au Cameroun. Mais parlons du Cameroun parce que c'est ce qui est le plus intéressant pour vos auditeurs et non ce qui se passe aux États-Unis. Vous dites que mon avis à moi, et je peux parler ici en disant, j'ai, comme quelqu'un dirait, la malchance d'être en train de traiter ces malades en ce moment. Donc ça veut dire que ça me concerne au premier chef, et je lis beaucoup, je vois tout ce qui se passe ailleurs. Mon avis à moi, c'est que si c'est possible, on fait un dépistage de masse. Si c'est possible, que les gens portent les masques quand ils sortent chez nous. Je dis bien, ceci malgré ce que l'Organisation mondiale de la santé dit. La raison principale, c'est que personne ne connaît exactement comment ce virus se passe. Alors, c'est une maladie qui a un antécédent. Comme l'expliquait le docteur Melia au Texas, nous connaissons au moins ces 3 précédentes maladies qui ressemblent trop à ce coronavirus. Par exemple, ce qu'on a appelé le Covid, on parle de Covid-2 maintenant, parce qu'il y a eu le Covid-1, qui était le MERS en 2003, qui est en fait le parent de ce que nous on vit aujourd'hui. Alors, la différence, comme il a dit si bien, c'est que celui-ci est plus virulent, celui-ci est extrêmement contagieux. Et celui-ci a la particularité d'avoir une densité qui est supérieure à celle de l'air. C'est pour ça qu'on croit que ce virus ne vit pas dans l'air pendant longtemps. Alors, mais le problème, comme je l'ai dit, c'est que le dynamisme de cette maladie est incompréhensible jusqu'à maintenant. Alors, ce matin, on nous dit 50% des personnes interrogées à Iceland sont positives n'ayant pas de symptômes. Ça veut donc dire qu'au moment où je vous parle, ne présentant aucun symptôme, je peux être en train de vous transmettre ce virus. Donc, ceci pourrait dire, la direction que l'Organisation mondiale de la santé donne, c'est une direction, c'est une idée de comment on peut exécuter. Mais l'exécution est locale et doit tenir compte de nos réalités localement. Est-ce que nous avons des moyens de demander à tout le monde chez nous de rester à la maison? Comme ça se fait par exemple dans le Maryland ce matin, on dit ne sortez plus. Est-ce qu'il y a cette possibilité chez nous? À mon avis, il n'y a pas cette possibilité. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc? On va donc rentrer dans les connaissances empiriques de ce qu'on connaît déjà des antécédents et des passés de cette maladie. Ça a été démontré que quand le SARS est arrivé en 2014, à Hong Kong par exemple, ça a été réduit grandement par ce qu'on appelle l'isolement social. Ça a été réduit par le port de masque. Donc, à défaut donc de faire ce qu'on sait qui marche, puisque personne ne sait qui marche, ne devons-nous pas donc nous servir des leçons que nous avons apprises par le passé? Et je reviens sur le mot de transmission, comme le docteur l'a signalé, la particularité, ceci est extrêmement contagieux, mais il y a particulièrement un récepteur sur la cellule qu'on appelle le ACE2, qui est malheureusement très présent dans les cellules du poumon, qui fait que ces microbes, ce virus, je veux dire, entre facilement là-bas. Quand vous le prenez de votre main, vous mettez dans le nez. Quand vous le prenez, vous mettez dans vos yeux. Ça arrive le poumon, ça va très directement là-bas. Et c'est en fait, sans entrer trop dans le détail, c'est en fait ce récepteur-là, le ACE2-là, sur les cellules pulmonaires, que la chloroquine tente de bloquer quand on est atteint du virus. Donc, la chloroquine avait montré une certaine efficacité contre ce récepteur, le ACE2, en laboratoire. Donc, ceci pour dire, donc, dans le contexte, pour me résumer, donc, dans le contexte Cameroun, moi je pense, à mon humble avis, qu'il faudra qu'on fasse autant que se peut
le dépistage de masse, que ceux qui sont infectés savent qu'ils sont infectés et prennent des dispositions pour empêcher que les autres, la maladie se transmette. Et je voudrais dire un point pour signaler. J'ai vu avec désolation, ça il faut le dire. Le corps qu'on disait c'est quelqu'un qui a atteint le coronavirus, on l'enterrait comme si on était. Ce n'est pas ça, cher monsieur. Nous voyons des morts tous les jours. Donc on sait que ces maladies se transmettent. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a ces maladies, il est un pariah dans la société. Je pense que cette stigmatisation-là, il faut éliminer et ça va aussi nous aider, pour parler de la prévention, à faire cette prévention à grande échelle. Parce que si vous savez que même si vous avez cette maladie, vous ne devenez pas un pariah dans la société. Cela va vous encourager à aller vous faire détecter. Mais si on fait pas aux gens que une fois que vous avez le coronavirus, vous êtes condamné, ce qui est d'ailleurs faux, puisque 80% des malades que je vois, nous leur demandons de rentrer à la maison. On ne vous admet à l'hôpital que quand vous avez une insuffisance respiratoire avancée, ou bien quand on sait que, parce que vous avez un système immunitaire déjà affaibli, vous allez très vite entrer en décompensation. Donc, je ne suis pas en train de simplifier la maladie, mais je suis tout simplement en train de dire, arrêtons de faire croire que ceux qui ont cette maladie sont des parias dans la société. Ce n'est pas vrai. Merci, docteur Tuté. Docteur Ebele, il y a aussi des maisons, il faut désinfecter les maisons. Oui, tout à fait. Mais pas n'importe lesquelles. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, lorsque par exemple, il y a eu quelqu'un qui en est mort dans une maison et qu'il faille dans les jours qui suivent que la maison soit à nouveau fréquentée, il est tout à fait nécessaire de désinfecter. On désinfecte aussi les bus. C'est ce que les Chinois ont fait, les bus, les transports communs. On va revenir avec les UV. Vous allez rentrer dans les détails. Parce qu'il est déjà là, Cédric Nouffelé. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de la plainte des patients atteints du Covid, ceux qui ont été placés dans les logements sociaux situés à Yaoundé. Ils ont égrené un chapelet de critiques dénonçant les conditions de prise en charge, à la fois dans les hôtels et dans ces logements sociaux réquisitionnés pour leur confinement. Ils s'insurgent contre une stigmatisation et une humiliation au regard de leurs conditions d'accueil, d'hébergement et de nutrition. Le ministère de la Santé publique, pointé du doigt, s'explique dans ce journal et leur promet d'améliorer ces conditions. Vous les verrez dans le journal de 20h. Et au moment où les Camerounais atteints du Covid-19 sont transférés dans les logements sociaux pour leur confinement, le gouvernement exclut cette stratégie pour les populations dans les villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam et même Limbé. Le Premier ministre vient de signer un texte portant le fait que les 13 mesures prises depuis le 17 mars 2020 sont maintenues jusqu'au 15 avril 2020. Mais où sont passées les mesures d'accompagnement sur le plan socio-économique? Dans le journal de 20h, des opérateurs de transport s'insurgent contre l'inexistence de ces mesures et expriment leur grincement de dents et leur colère face aux difficultés qu'ils rencontrent à pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Nous ferons le point également sur la maladie, sur cette pandémie du coronavirus. D'aucuns estiment que seules des personnes âgées souffrant des maladies cardiovasculaires sont les plus exposées. Ce soir, nous avons un témoignage édifiant d'une femme âgée à peine de 33 ans qui a été victime de cette pandémie. Elle en est morte. Son dernier témoignage vise à conscientiser les populations du monde entier sur les dangers auxquels elles sont exposées concernant la pandémie du coronavirus. Mais rien n'est perdu. Nous ferons également le point sur le traitement à base de chloroquine du professeur Didier Raoul en France, à Marseille, qui évoque un chiffre important. Il a déjà soigné près de 1500 personnes qui étaient atteintes de ce Covid-19. Nous en parlerons ce soir. C'est Jeanne. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel du journal que va vous présenter dans un instant Cédric Nouffelé. Nous, on va se retrouver après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief.
sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Nous serons toujours en compagnie du docteur Jean-Marie Tueté, du côté de New Jersey. Nous sommes là aux États-Unis d'Amérique. Le docteur Thiba Fabrice, virologue, il sera à Mannheim, en Allemagne. Et enfin, le docteur Ayimele Alain, Édimbourg. Nous sommes là à Dallas, aux États-Unis d'Amérique. Et sur ce plateau à Douala, le docteur Simon Ebele et Paul Eyoum. Docteur Simon Ebele, vous avez suivi ce reportage. Les confinés, ils se plaignent du traitement qui leur est, on va le dire comme ça, réservé. Est-ce que... Comment vous sentez-vous quand vous voyez tout ce qui se passe là? Très mal à l'aise. Je vous avoue que je suis très très mal à l'aise. J'ai suivi quelques chiffres avec beaucoup d'intéressement. Le premier chiffre, c'est quoi? C'est qu'on nous dit que le Niger va mettre à disposition 500 milliards de francs. 597 milliards. Et que le Sénégal mettra 1400 milliards de francs. Mais quand tu compares à peu près les deux pays, tu te rends compte d'une chose. C'est que le budget du Niger, c'est de l'ordre de 2000 milliards, c'est-à-dire la moitié du budget du Cameroun. Et le budget du Sénégal est presque exactement le même montant que celui du Cameroun. Mais où ont-ils trouvé 1400 milliards de francs? Comment se fait-il que nous, on en est encore, avec beaucoup plus de cas et avec beaucoup plus de morts, à 1 milliard qui sont mis à la disposition par, certainement, de bonne grâce par le chef de l'État, il faut lui en dire merci. Le moins n'est pas à... On ne peut pas cracher sur le moins, mais au moins qu'on mette en place la machine gouvernementale et nos moyens. Quand je dis nos moyens, c'est nos impôts. Qu'on le mette à disposition pour que nous puissions mieux nous sentir. Lorsque je regarde à peu près le confinement en question, ainsi de suite, je me pose des questions. Déjà dans le fond, je pense que les médecins là auront tendance plus ou moins à réagir. Je les ai bien suivis. Il y en a un qui dit, écoute, quand tu es relativement asymptomatique, ainsi de suite, et que tu es déclaré positif, ben on ne te garde pas dans un lieu bien précis. On te demande de rentrer chez toi et d'adopter une attitude conséquente. Certainement parce que derrière, on s'est mis plus ou moins à détecter tout le monde, ainsi de suite. On sait, on est obligé d'aller vers une approche contextuelle, c'est-à-dire une approche purement africaine. Nous reconnaissons que nous n'avons pas les moyens des autres, mais nous reconnaissons aussi que cela ne veut pas dire qu'on doit en faire le moins possible. Lorsque je regarde, je compare ces bilans, ça devient un peu outrageeux. Et derrière, ça va loin. Lorsqu'on regarde également le confinement, la situation de ces personnes, ainsi de suite, la façon dont ils sont traités, la manière dont on est en train relativement de les stigmatiser, là, il y a un réel problème. Écoutez, ça ne pousse pas les autres du vol du 17 mars à se présenter, c'est ça? Non seulement ça... Quand ils regardent ces images-là. Non seulement ça ne les pousse pas à se présenter, mais, attendez, mettons-nous dans une situation projective. C'est-à-dire, retrouvons-nous plus ou moins à 700, 800 cas. On connaît à peu près la vitesse de propagation. Oui. Et après combien de jours les chiffres sont doublés? En très peu de temps, en 1 semaine et demie, les chiffres ont été doublés. Cela veut dire que cela va continuer. Alors, est-ce qu'on va continuer à louer des hôtels, à prendre des maisons, ainsi de suite? On sait très bien que c'est une stratégie qui ne fonctionne pas. On le sait très bien. Partout ailleurs, il a dit l'un des médecins, lorsque tu arrives à l'hôpital, 50% des gens sont asymptomatiques. Allons-nous mettre des gens asymptomatiques également en confinement? Qui plus est, enfin, de grâce, donnons-nous les moyens de l'action. Protégeons ce personnel. Protégeons ce personnel, mettons-le à l'aise d'une façon ou d'une autre. Voilà ce que j'avais à dire. Je suis un peu... le journal, en le suivant, je vous avoue que je suis dépité. Dépité. Rapidement, votre réaction pour les Youm aussi, face à ce qui se passe à Olembe?
Oui, j'ai le même sentiment que le docteur Ebele parce qu'en fait, on a cru au moins qu'on a préparé le nécessaire parce que si on retire les gens dans les hôtels pour les confiner dans les logements sociaux, on s'attendra à ce qu'ils soient au moins dans les conditions viables, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir de l'eau, l'électricité, accès à la nourriture. Mais en fait, ça c'est encore une autre Camerounaise. Ça c'est les particularités du Cameroun. C'est-à-dire là, ce qu'il faut faire avant, on ne le fait pas. On va là-bas, on installe les gens et après. Et maintenant, c'est le même problème qu'il y a eu dans des cas d'hôtel ici où les gens sont partis. Si maintenant ces gens, entre-temps, ils s'en vont, on sera encore en train de reprendre à zéro. Pourtant, on aurait dû les loger de manière décente, les mettre dans les conditions. Donc, vous voulez dire que le cadre va faire que beaucoup vont encore s'échapper? Non, je ne dis pas que ça va faire forcément qu'ils s'échappent, mais nous sommes tous humains, ces gens-là. Nous vivons au 3e millénaire. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vivre dans un endroit où vous n'avez pas d'eau. Ces logements n'étaient pas prêts. Moi, j'ai cru au moins que ceux où on voulait les amener, on devait faire le nécessaire entre temps pour les amener. Il a parlé quelque chose de très pertinent. Vous avez le Sénégal, c'est précisément 1000 milliards. La Côte d'Ivoire, c'est 1700 milliards. 250 milliards pour les PME, 100 milliards pour le secteur informel. Je crois que quand Célestin Taamba, président du JICAM, ou Blaise Ayakma, président des CAM, ou encore Madame Alice Maguedjo, président du syndicat des commerçants du Vouré, voient ce genre de résolution, nous tous, on a mal, on se demande qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce qu'on a dans ce pays. Il faut donc que le gouvernement essaye de voir ce qui se fait le mieux chez nos pays frères. Le Niger, vous avez dit la moitié du budget. Le Niger, c'est un pays désertique. Le président du Niger roule en Prado, le Prado que les gens achètent ici comme des bonbons. Pour vous dire qu'un pays comme le Niger ne peut pas être en capacité de débloquer 597 milliards et nous sommes à 1 milliard, alors qu'on a plus de cas, comme le docteur l'a dit. On a une population qui est encore plus nombreuse que celle du Niger. Il faut donc que le gouvernement, sincèrement, c'est vraiment dire qu'il travaille, mais le temps, il est en train de courir. Nous devons tous courir, le gouvernement doit être prêt. Voilà, direction Mannheim, où nous attend le docteur Tiba Fabrice. Docteur Tiba, bonsoir une fois de plus. Comment sont traités les patients testés positifs de votre côté là-bas? Où est-ce qu'ils sont gardés? Voilà, donc les patients testés positifs en Allemagne sont suivis. Alors, ils sont mis en quarantaine et les gens respectent les mesures de quarantaine sans discuter. Parce qu'on sait très bien que si on ne respecte pas ces mesures, on va contaminer sa famille, on va contaminer son entourage. Et d'ailleurs, de plus en plus, on insiste sur le fait que même étant dans le même immeuble, on ne doit pas se rendre visite. C'est-à-dire que si vous êtes mon voisin, nous sommes des voisins d'appartement, et si je suis testé positif, je reste en confinement, en isolation, même face à ma femme ou bien mes enfants. Donc c'est très très important. Je viens d'entendre que le docteur dire qu'il faut certainement peut-être relâcher les gens dans la nature comme ça. Non, il faut les accompagner et il faut une éducation sérieuse pour chaque cas détecté. Fait comprendre aux gens qu'il est important qu'une fois qu'on est testé positif, il y a un comportement, on ne peut plus se comporter comme si on était testé négatif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mesures de confinement doivent également s'appliquer. Maintenant, ce n'est pas obligatoire que ce soit dans un centre comme à Olembe. Ce n'est pas obligatoire que ce soit dans un hôpital. Même dans sa maison, on peut, n'est-ce pas, avoir une chambre où on s'isole, n'est-ce pas, pour attendre jusqu'à ce que vraiment il soit confirmé qu'on ne peut pas faire la maladie. Donc moi je pense que voilà ce que nous faisons ici en Allemagne, c'est-à-dire que tous ceux qui sont testés positifs, ils ont des instructions claires qu'ils suivent. Est-ce qu'ils peuvent rentrer chez eux, docteur Tiba? Docteur Tiba, est-ce qu'ils peuvent rentrer chez eux et s'isoler? Être en isolement chez eux, ils peuvent rentrer? Tout à fait. Oui, tout à fait. Rendez-vous bien compte. Les hôpitaux, même en Allemagne, sauraient contenir, n'est-ce pas, 85 millions d'habitants si jamais nous venions à être tous infectés. Et si actuellement nous avons 76 000, ces 76 000 personnes infectées ne sont pas dans les centres hospitaliers. Ceux qui sont infectés et qui sont asymptomatiques retournent chez eux, mais restent dans une certaine quarantaine. Voilà. Voilà. Docteur Ebele, on peut le faire au Cameroun? Absolument. Pour éviter ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour éviter la stigmatisation. Absolument. Et d'ailleurs, j'étais surpris par le fait, je ne sais pas trop pourquoi, je me demande si il n'y a pas lieu de voir un jeu d'intérêt derrière. C'est-à-dire mettre des gens au Lembe, mettre des gens dans les hôtels, ainsi de suite, ainsi de suite.
Parce qu'on sait La très facture bien- est déjà Voilà, très salée, là. 197 La facture est millions. déjà salée, là. Et derrière, d'ailleurs, on le sait très bien, comme les cas doubles, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, comme les cas doubles sans cesse, on serait dans l'obligation de demander aux gens d'adopter une attitude conséquente en restant confinés chez eux et en leur donnant une éducation conséquente derrière, ainsi de suite. Et Ok. Voilà. Voilà, on va repartir en Allemagne. Docteur Thiba, une fois de plus, quelles sont selon vous les stratégies de prévention à mettre en place de manière urgente par le gouvernement camerounais? Ne tarde plus. Vous avez parlé tout à l'heure de 17 mesures qui ont déjà été prises. Ce sont de bonnes mesures. Ces Non, mesures 13. sont bonnes. Il faut 13 les saluer, mesures. parce que quelque chose a déjà été fait. 13 mesures, on se docteur. souvient, Elles ont été prises le 17 mars. 13 mesures. 13 mesures, voilà, autant pour moi. Donc, on sait que, je crois que c'était le 16 mars, le Ouais, le recteur de 17, l'Université oui. de Yaoundé 1 avait déjà déclenché, n'est-ce pas, l'avalanche de mesures à prendre en confinant déjà ses étudiants, en disant aux étudiants ne venez plus au campus. Donc, il est important de désengorger tous les lieux où les hommes se trouvent en masse. C'est-à-dire, cette même mesure qui a été prise pour les universités doit être prise pour plusieurs lieux qui sont fréquentés par des personnes en masse. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi je suis, n'est-ce pas, pour le test, n'est-ce pas, systématique, c'est-à-dire que on propose, ce test c'est un test rapide, il est très facile à faire, il n'est pas invasif, on peut tester le maximum de la population. C'est d'ailleurs ce que l'Allemagne fait. Quand vous regardez les statistiques de l'Allemagne, vous allez voir que ils vont plus vite que les autres parce qu'ils testent systématiquement. Quand vous vous présentez à l'hôpital, c'est un test qu'on vous fait. Quand vous venez volontairement, on vous fait un test. Donc, je pense que ce serait important, n'est-ce pas, de proposer le test, de faire le test de manière systématique pour rapidement, n'est-ce pas, informer ceux qui sont infectés des mesures à prendre pour ne pas propager le virus autour d'eux. Ça, c'est une deuxième chose. La troisième chose que je trouve très importante, parce qu'on a parlé de masques, mais nous ne parlons pas encore de gel hydroalcoolique. Or, il le faut. Il le faut. Pourquoi? Parce que Non, nous en avons sur notre plateau. Nous en avons sur notre plateau déjà. On a commencé avec le gel hydroalcoolique. Ah, d'accord. D'accord. Donc, alors, je peux intervenir sur le gel hydroalcoolique? Oui, allez-y. Mais voilà. Donc, il faut en plus des masques à donner à la population ou à vendre à un très moindre coût, il faut ce gel hydroalcoolique pour s'assurer que ceux qui sont infectés, n'est-ce pas, ont les mains continuellement désinfectées. Ça, c'est important. Et je sais que le volume de gel hydroalcoolique sur le territoire camerounais est très faible et insuffisant. Nous avons eu un problème en Allemagne et plusieurs pays ont le même problème. Mais le Cameroun a la possibilité, n'est-ce pas, de migrer vers un effort collectif pour faire fabriquer ce gel localement et en masse. Tenez, nous avons au Cameroun des entreprises sucrières qui ont des installations qui peuvent permettre, n'est-ce pas, de transformer le sucre en alcool. Je crois que nous avons un chimiste sur le plateau et il y a des biochimistes au Cameroun, des personnes suffisamment nanties en connaissance qui peuvent mener une telle opération. Ça, c'est possible. Ça veut dire que nous pouvons produire de l'alcool. Nous pouvons également saisir des entreprises comme les brasseries du Cameroun ou encore, bref, les entreprises qui produisent, n'est-ce pas, la bière au Cameroun pour leur demander de l'eau distillée parce qu'eux, ils produisent de l'eau distillée. Ça, on peut obtenir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, résultat des courses, si on mène une mesure intégrative où les entreprises apportent leur contribution, même si l'État devrait subventionner un certain nombre de choses, on peut rapidement produire ces gels hydroalcooliques sur le territoire camerounais. Okay. Un autre point que j'aimerais souligner, c'est l'intervention, n'est-ce pas, des compagnies du téléphone. Parce qu'il est important que les gens soient informés. Il est important. Ce n'est pas tout le monde qui regarde Equinox Télévision. Tout le monde n'a pas un poste de télévision chez soi. Mais la majorité des Camerounais ont aujourd'hui un téléphone. Ça peut être un smartphone ou un téléphone tout à fait normal. Alors, je pense que ce serait important que le gouvernement voie dans quelle mesure ils peuvent saisir les entreprises comme, sans publicité, Orange Cameroun, MTN, Camtel, qui sont des opérateurs dans le domaine de la téléphonie, pour que des WhatsApp soient envoyés systématiquement chaque jour pour éveiller les consciences, pour davantage rappeler, n'est-ce pas, aux Camerounais de prendre les mesures et de respecter les mesures qui ont été prescrites. Je pense que ça peut servir de rappel.
Et j'insiste sur la gratuité, n'est-ce pas, de ce genre de message, parce que l'effort doit être collectif. L'effort doit être collectif, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Et je pense, en dernier point, qu'il est primordial que chacun comprenne que ce virus, ce n'est pas de la blague. Si on intègre les informations qui viennent d'ailleurs et qui sont une réalité, alors on va prendre, n'est-ce pas, les mesures soi-même au niveau local, au niveau de sa famille, au niveau de sa personne propre, pour éviter de contacter le virus ou alors de propager. Je vais rapidement embrayer sur un point, la stigmatisation. Oui. Vous savez, lorsque le VIH, à l'avènement du VIH en Afrique, il y a eu un problème. Il y a eu un problème de stigmatisation. Et c'est ce problème de stigmatisation parce que, alors on disait, si vous avez le VIH, vous allez certainement mourir, sûrement vous avez pris ça dans une relation extra-conjugale, sûrement vous êtes un homme désordonné ou une femme désordonnée. Alors qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé une psychose. Les gens étaient infectés, refusaient d'aller à l'hôpital se faire dépister. Et ceux qui se faisaient dépister ne déclaraient pas leurs résultats, ni en leur condition, ni à qui que ce soit. Et je crains que la manière dont nous sommes en train de traiter la question du Covid-19 devienne semblable ou bien produise les mêmes résultats que nous avons vus, n'est-ce pas, dans le cas de l'infection au VIH. C'est-à-dire quoi? Des personnes sont détectées positives et le manque de mesures d'accompagnement fait que ces gens choisissent ne rien dire et donc infectent leur entourage. Je pense que les plateformes de communication comme Equinox Diffusion, on doit absolument produire des messages d'encouragement davantage pour la population pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas une fatalité. Il vaut mieux se faire tester pour éviter de contaminer son partenaire, de contaminer sa maman, son papa, son entourage. Il est important qu'on essaie de pousser les gens au test et qu'une fois qu'on est positif, qu'on reçoive un message positif d'encouragement, d'encadrement. Et je pense que là, c'est également le rôle de l'État. Et je suis certain que le ministre de la Santé est en train de travailler et que certainement dans les jours qui suivent, on va avoir des mesures d'accompagnement pour permettre à la population de se faire tester, de se faire considérer et voilà, et d'éviter les confinements parce qu'on est simplement positif et d'être coupé comme ça complètement de la société sans mesure d'accompagnement. Voilà. Ok, dankeschön, Dr Thibaut Fabrice, Dr Ebele. On parlait de contribution face à cette guerre, c'est la guerre, il faut le dire. Vous parliez avant la fin de la première partie, vous parliez de ces bus-là, ces transports en commun. Oui. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On a certes limité, on a dit pas plus de... On sait qu'il y a des compagnies qui ont décidé de ne pas... Des groupes qui ont des gros porteurs, mais qui ne prennent pas plus de 50 personnes. Mais est-ce que cela suffit? Il y a une chose qui est importante. Le docteur a parlé tout à l'heure de contribution de tout le monde. Oui. Par exemple, il dit les solutions hydroalcooliques. Quand on regarde bien, nous parlions tout à l'heure du budget de l'État. En réalité, dans beaucoup de pays, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de se rapprocher des entreprises privées pour les financer, quitte à ce que ce soit un effort national qui est fait. Et c'est fait en France, c'est fait un peu partout. On sera dans l'obligation d'y arriver. Un exemple simple. Regardez par exemple les gels hydroalcooliques. Oui. Tout à l'heure, il a indexé en disant qu'il y a un chimiste sur le plateau. Effectivement, il a raison. Mais qu'est-ce qui se passe? Je veux vous dire concrètement, parce que je connais bien à peu près le monde de l'industrie camerounaise. L'alcool est produit ici à Douala, parfaitement calme. Et derrière, effectivement, comme il a si bien dit, la bagasse est prise du côté de Banjok. Ça veut dire qu'on produit d'énormes quantités d'alcool. Tout ce qu'il faudrait faire, c'est les mettre à la disposition du public. Et pour ce faire, les mettre à la disposition du public, c'est faire quoi? C'est gérer le problème du pouvoir d'achat. C'est-à-dire trouver les moyens pour que du jour au lendemain, on en trouve en grande quantité, quitte à ce qu'on aille aider l'entreprise en question à produire un peu plus pour l'effort national. Autant que tout à l'heure je parle d'UV et ainsi de suite, autant que ce genre d'effort peut être fait. Il en sera de même demain pour les masques, ainsi de suite. Où ce n'est pas une technologie complexe. Derrière, il suffirait plus ou moins de mobiliser éventuellement quelques personnes pour qu'on se mette en produit, en en achetant évidemment, et en produit autre chose, s'il vous plaît. Remarquez que lorsqu'on dit qu'un budget de X est mis à disposition, il ne s'agit pas de prendre l'argent pour aller distribuer aux gens.
ne s'agit pas non plus d'aller donner la nourriture à chaque personne, ainsi de suite. Il s'agit justement d'aller vers ces entreprises pour l'effort national, de façon que du jour au lendemain, on se retrouve avec des prix relativement bas, et ainsi de suite. Je vais vous donner un exemple simple. Le Camerounais, à 50%, a tendance à se nourrir de riz, et ainsi de suite. Un effort doit être fait dans ce sens, tout comme le fait doit être fait sur l'eau, l'électricité, ainsi de suite. C'est cet effort-là. Et c'est ce qui va consommer le budget en question. OK? Un exemple simple. Tout à l'heure, toujours... Il évoquait le fait que ces entreprises, de toute façon, sont déjà privatisées. Elles ont beau être privatisées dans plusieurs pays, quand c'est le cas, cela devient un problème national. Et d'une certaine façon, on discute avec elles et en général, il y a très peu d'entreprises qui n'accepteront pas se lancer. Faire l'effort de guerre. Un effort de guerre. Parce qu'au fond, c'est un effort de guerre. Voilà. Okay, voilà. Merci. On va prendre la direction de Dallas où nous attend le docteur Aïmele Alain. Bonsoir une fois de plus, docteur. Avant qu'on ne parte pour le journal, vous vouliez faire la différence entre la grippe chez vous, là-bas, de l'autre côté, et chez nous, sous les tropiques. Yeah. Mais en fait, le problème de grippe, j'ai vécu en Afrique pendant longtemps avant de émigrer en Europe et puis aux États-Unis. Donc, les problèmes de grippe, je peux vous affirmer avec certitude que les problèmes de grippe que nous vivons en Europe, surtout pendant les périodes froides, ne sont pas comparables à ceux qu'on vit en Afrique. Il y a un peu de grippe en Afrique, mais ça n'a rien à voir avec les grippes qu'on a ici. Et puis, bon, si je parle de ça parce que, bon, en réalité, en Afrique, la grippe, c'est pas ce qui tue le plus. Par exemple, le paludisme en Afrique tue beaucoup plus que la grippe normale que nous avons ici. Donc, chaque année, on encaisse beaucoup de fatalités causées par la grippe. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La seule différence, c'est qu'en ce moment, il s'agit d'une grippe qui a pris peut-être une tournure un peu différente. Et c'est de ça qu'il est question. Donc, subitement, ça devient un problème, non seulement pour ceux qui ont l'habitude de vivre cette grippe, mais aussi pour ceux qui ne l'ont pas. Et on revient encore au contexte de l'Afrique, parce que je pense que c'est ça le point essentiel. Les Africains, moi je pense, quand j'essaie de mettre les données ensemble, je pense, si je me réfère par exemple au cas de la Tchécoslovaquie, je crois que c'est le pays de la République tchèque, c'est le pays qui en ce moment a les meilleurs résultats en ce qui concerne le combat contre le Covid-19. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lavé les mains, comme tout le monde a lavé les mains. Pourquoi on lavait les mains d'abord? Pour comprendre pourquoi on lavait les mains. Parce que c'est important de laver les mains, non juste pour enlever le virus de ses mains, mais aussi parce que ce virus a une capacité. Tous les virus ont ce qu'on appelle capside, ces protéines qui protègent l'ADN, mais celui-ci en particulier a aussi quelque chose qu'on appelle enveloppe. Et cette enveloppe est formée de lipides. Donc, si vous utilisez le savon avec de l'eau tiède, automatiquement, vous détruisez ces lipides et vous exposez le virus. C'est-à-dire le virus devient un peu plus facile à être détruit. C'est pour ça que c'est important de laver les mains avec l'eau tiède et du savon. OK? Eau tiède et savon au Cameroun, ça se trouve. Même si les conditions ne sont pas ce qu'on aimerait avoir, mais je pense quand même que tous les Camerounais peuvent trouver de l'eau et du savon. Moi, je suis en train de parler du contexte camerounais et africain parce que c'est là le problème. C'est là le problème. Donc, quand je disais les Tchèques ont lavé les mains, ils ont suivi les distances, c'est-à-dire les 1 mètre, ils ont évité d'être dans des groupes, ils ont fait tout ce que les autres ont fait. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de différent? Ils ont porté le masque. Le masque, tout le monde, c'était obligatoire, c'est-à-dire personne ne pouvait sortir de chez lui sans masque. Et ça, c'est ce qui a freiné la maladie en Chine et en République tchèque. Okay? Donc, au Cameroun, je suis bien l'actualité camerounaise, je suis connecté dans les réseaux sociaux, je suis ce que les Camerounais disent, je suis un peu familier avec leurs problèmes. Peut-être beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre d'acheter un masque comme celui-ci par jour. Celui-ci est
légèrement moins cher. Comme on disait tout à l'heure, il faut au moins 6 par jour. Donc, c'est impossible au Camerounais moyen, c'est-à-dire au Camerounais lambda, de se procurer d'un masque comme celui-ci, de s'en procurer 6 par jour. Mais la bonne nouvelle, à mon avis, c'est qu'il y a des évidences, il y a eu des recherches qui ont montré que ce n'est pas seulement le masque. C'est-à-dire, si vous vous protégez, ça, c'est la couverture de mon bébé, ok? Si vous prenez cette couverture, vous la pliez et vous vous protégez quand vous sortez de chez vous, je vous garantis, c'est d'après les recherches que j'ai vues, que vous êtes protégé à plus de 90%. Donc, ce n'est pas négligeable, ok? Si vous n'avez pas ce genre de truc, même un foulard, au lieu de sortir sans protection, utilisez tout ce que vous avez à votre moyen. C'est de ça qu'il est question. Okay. Il faut que tout le monde porte le masque. Parce que, comme on parle du contexte camerounais, c'est impossible que tous les Camerounais restent chez eux. Mais une autre chose que je pense qu'on peut faire au Cameroun, quand on considère qu'il y a une différence entre la population, c'est-à-dire la population jeune et la population vieillissante, je pense que si c'est impossible de confiner tout le monde, on peut peut-être penser à confiner ceux qui sont un peu âgés et les protéger parce qu'ils sont ceux qui sont plus exposés au risque. Ok? Oui. Et en plus, généralement, quand on parle de grippe, dans les années passées, ici, moi, généralement, on décide de mettre un malade sous un traitement seulement quand il y a complications. Généralement, quand quelqu'un vient nous voir et dit j'ai la grippe, ou bien quand on l'écoute et on fait le diagnostic de grippe, on ne saute pas directement sur les antibiotiques, à moins qu'on suspecte qu'il y a une complication, c'est-à-dire qu'il y a un autre micro-organisme qui se soit ajouté à celui de la grippe. Ok? Oui. Donc, ici, c'est important de penser au système immunitaire, parce que là, il y a deux choses importantes. Prévenir en portant les masques, mais aussi s'assurer que son organisme est préparé à combattre le micro-organisme. Okay. Comment cela peut-il faire au niveau de l'Afrique? Ici, en Occident, on utilise les choses comme les vitamines, la vitamine D, la vitamine E, la vitamine C, le magnésium, qui sont les minéraux, tout ça, ce sont des choses qui ont été prouvées d'avoir un effet favorable, c'est-à-dire de booster, comme on dit en anglais, le système immunitaire. Voilà. Mais quand on revient encore au problème de poche, c'est-à-dire au problème pécuniaire, on se rend compte que peut-être tous les Africains ne peuvent pas se permettre d'acheter ces choses. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Essayons de regarder un peu dans nos cultures, regardons un peu dans nos habitudes alimentaires, ce qu'on peut utiliser. Est-ce qu'on peut guider cette population? Non, nous sommes en guerre, on va continuer. Nous sommes en guerre. Oui, allez-y. Docteur Ibele, je disais que nous sommes en guerre. Le temps, c'est important. Il faut utiliser toutes les armes à disposition. Oui, okay? Voilà. Donc, Docteur Imele, oui. Permettez, vous avez parlé des masques et tout ça, vous avez présenté un certain nombre de produits. Vous dites que nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. On se connaît. Depuis que cette pandémie est là, on parle de consommer du ginger, de l'ail, du citron. Les prix ont même flambé sur le marché. Qu'est-ce que vous répondez à ces Camerounais-là qui aujourd'hui disent qu'ils doivent prendre du ginger, de l'ail et du citron? Ok, en tant que bon Camerounais, parce que même si je ne vis pas en Afrique depuis les années 90, je demeure africain et je connais ma culture. Et non seulement je connais ma culture, mais j'ai fait des recherches pour comprendre, parce que chaque fois que je vois des publications, j'essaie de faire la recherche. C'est d'ailleurs ce qu'on nous apprend à l'école, ce qu'on appelle evidence-based. Il faut toujours, back-up tous les idées qu'on amène avec des évidences scientifiques. Au Cameroun, on a beaucoup d'aliments qui sont des antioxydants et qui ont des propriétés qui ont été prouvées de booster, pardon, excusez-moi, je ne connais pas la parole en français, qui ont été prouvées, qui peuvent soutenir et booster. Booster veut dire renforcer le système immunitaire. En l'occurrence, l'aloe vera, si vous cherchez, vous allez trouver que l'aloe vera a des propriétés
c'est-à-dire a des propriétés très, très, très positives en ce qui concerne le système immunitaire. Même la plante, le Vernona amygdalina, que communément on appelle au Cameroun Ndolé, c'est une plante qui a des propriétés très positives. Elle peut être utilisée. Je ne demande pas aux gens d'aller écraser des tonnes de ndolé et boire, mais je pense que si on essaie de régulariser nos alimentations en utilisant nos produits locaux, ça peut nous permettre de se préparer. Parce qu'en réalité, tout le monde, parce que quand je suis ces jeunes qui me disent qu'ils ne peuvent pas rester à la maison parce que s'ils ne rentrent, ils ne sortent pas, la famille ne va pas manger. Je les comprends parfaitement. Mais qu'est-ce qu'on les apporte? Il faut qu'on les guide, il faut qu'on les dise que même les oranges, le citron, tout ce qui peut être de l'aide au système immunitaire est important. Même l'ail que vous avez mentionné, oui, l'ail a des facultés qui ont été prouvées. Donc, ce n'est pas un jeu et ce n'est pas aussi... c'est des choses vraies il y a des chercheurs africains, malheureusement, on tend à ne pas écouter ou à ne pas prendre en considération ce que font les chercheurs africains. Moi, je suis quelqu'un qui lit un peu de tout. Je lis ce que les Africains publient, je lis ce que les Chinois publient, je lis ce que les Américains publient et j'essaie de faire la synthèse. Et je suis convaincu que... Oui, allez-y, le mot de la fin, rapidement. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses c'est-à-dire dans nos sols, dans nos aliments, qui peuvent aider cette population à être un peu plus résistante à la guerre que nous avons en face. Ok, thank you, Dr Ayimele Alain, depuis Edinburgh. Nous étions à Dallas, aux États-Unis. Polyum. Thank you so much. Yeah. Polyum, sur cette situation, le mot de la fin, on est arrivé au terme de l'émission. Le mot de la fin, je voudrais inviter les Camerounais à être un peu circonspects. C'est-à-dire de ne plus divulguer des messages sans vérifier les informations. À écouter bien les mesures qui ont été données par le gouvernement, à les appliquer, à suivre au quotidien les informations. Parce que nous sommes aujourd'hui c'est une pandémie. Ça veut dire que tout ce qui est futile, les télénovelas, tout ça, nous devons commencer à les mettre de plus en plus de côté pour bien suivre les informations, appliquer ce qui est dit et ne plus croire à ce qui se raconte ici et là. Parce que vous savez, l'homme ne meurt par ignorance. Et moi, j'invite le gouvernement à trouver le plus tôt possible. Moi, je ne donne pas le délai, mais qu'il trouve le plus tôt possible parce que la situation est urgente. Je n'aimerais pas que nous nous retrouvions dans ce que Mme Foning, paix à son âme, avait qualifié de situation insortirable. Donc, il faut que nous trouvions les solutions et très rapidement. Merci. Voilà. Merci, Polyum. Merci, Dr Ebele. C'est nous qui vous disons merci. Voilà. Merci pour tout ce que vous avez apporté à nos téléspectateurs ce soir. Merci au Dr Jean-Marie Tcheté du côté du New Jersey. Nous étions aux États-Unis d'Amérique. Dr Ayimele Alain Guillaume également du côté de Dallas. Et le Dr Thiba Fabrice, virologue. Il était en direct de Mannheim, non loin de Francfort, en Allemagne. Bonsoir à vous. Bonsoir, Yaoundé.